Bonjour à tous, Simon Vesperini. Pour ce nouveau volet de Parole d'homme libre, j'ai eu la chance d'avoir avec moi et de pouvoir m'entretenir avec Piero San Giorgio. C'était cool parce que, alors, c'est pas quelqu'un qui est facile à interviewer, hein, vous allez le voir, j'essaye de le tirer, de le pousser, et franchement, le garçon, il se laisse pas faire. Mais il a eu la gentillesse, le cœur, de nous livrer en fait son parcours de vie, de vraiment partager avec nous les étapes par lesquelles il est passé pour atteindre son statut d'homme libre d'aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais avoir. Donc, cette interview, cette discussion, elle est parsemée franchement de points vraiment intéressants, de leçons de vie, vraiment, que je peux les appeler comme ça. Bon visionnage. Content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parole d'homme libre. Si vous avez suivi les précédents ou si c'est le premier que vous voyez, mon concept Parole d'homme libre, c'est de suivre en fait le parcours de quelqu'un qui est connu dans sa thématique, mais de le sortir de sa thématique habituelle, de façon à lui faire parler de lui, de son parcours, de savoir ce qu'il a mis en œuvre pour arriver à son statut d'homme libre, d'homme qui peut vivre où il veut, selon ses propres termes, avec les moyens que lui a mis en œuvre, en apprendre sur lui, sur son parcours, et de ce fait pouvoir, je l'espère, vous-même vous inspirer pour en faire de même. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui, c'est Piero San Giorgio. Piero, content de t'avoir là, merci d'être là. Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Habituellement, tu sais, je commence toujours par poser la question « Qui es-tu ? Présentes-tu » Mais là, je crois que quand même, pour une majorité de gens, tu es connu. Les gens savent qui tu es, ce que tu fais. Par contre, peut-être ce qu'ils ne savent pas, et moi-même, j'ai fait quelques recherches pour le savoir, et je pense que j'ai des zones d'ombre, c'est d'où tu es parti, où tu es né, quelle était l'origine à la base, qui était Piero San Giorgio, avant qu'on le connaisse. Eh bien, comme mon nom l'indique, je suis d'origine italienne. J'ai toujours un passeport italien, entre autres, et je suis né à Milan, dans le nord de l'Italie, et mes parents sont piémontais, donc on est des cousins des Savoyards qui aujourd'hui sont en France. Et on est aussi des cousins des Génois et donc par extension des Corses et des Sardes et donc on est des Méditerranéens avec un peu d'origine germanique parce que dans ma région on est tous très grands avec les yeux bleus ouverts et donc ça nous a facilité d'ailleurs quand on est très jeune. Mes parents nous ont emmenés en Suisse. À Genève, donc dans la partie francophone, et mon père travaillait travaillait pour une multinationale américaine et il avait été muté à Genève, et donc ça m'a permis d'apprendre le français assez jeune et donc de parler et d'être dans une école internationale où on parlait l'anglais. Et donc, j'ai une scolarité normale en Suisse, mais c'est vrai que Genève et la Suisse en plus sont des pays qui sont pas tout à fait normaux, ce sont des pays un peu privilégiés, avec Genève étant une ville très internationale avec les Nations Unies, avec beaucoup de sièges de sociétés internationales. Et bien l'environnement est extrêmement cosmopolite, extrêmement propice pour ensuite, et c'est ce que j'ai fait après mes études, avoir une carrière à l'international, bien que pour l'anecdote, lorsque j'ai commencé mes études après le lycée, j'ai voulu tenter de revenir en Italie faire Polytechnique à Milan. Et en fait, j'ai découvert plutôt la vie milanaise, la vie des soirées de la jet set, de la mode, de Berlusconi et des footballeurs de Milan. Donc j'ai fait une année de folie quand j'avais entre 17 et 18 ans. Un jour, je la raconterai en roman cette année-là. Mais certainement, j'ai raté mes études de Polytechnique, alors je suis retourné à HEC en Suisse. Et en tout cas, voilà, ma carrière. Alors, je considère que je parle assez bien le français, assez bien l'italien, bien l'anglais. Et l'allemand c'est difficile, mais je baragouine et je le comprends un peu. Et après, en ayant voyagé beaucoup dans le monde, j'ai capté une vingtaine de mots dans une cinquantaine de langues. Et ça, c'est un atout pour le business dans le monde entier qui est assez génial parce que tu peux aller d'un pays arabe à Israël, à la Russie, au pays baltes, en Roumanie, en Pologne, et sortir ces quelques mots. Et puis bon, je baragouine quand même pas mal bien l'espagnol. Et donc ça permet d'être très efficace dans les affaires, surtout quand tu es un peu méditerranéen et que tu sais. Alors autant j'ai un esprit carré, un peu scientifique dans ma tête, autant dans mes attitudes, dans mon approche humaine, je suis plutôt méditerranéen, donc ça permet de
En fait, ça m'a permis d'être un bon commercial, un bon homme de marketing. Et j'ai travaillé 20 ans dans la haute technologie, particulièrement les logiciels, pour des petites boîtes qui sont devenues des multinationales. Donc ça, c'était une belle expérience. Pour des toutes petites boîtes, certaines qui ont réussi, d'autres qui ont complètement planté. Et puis, j'ai également eu ma société de services, plutôt autour de logiciels également. Et j'ai pu acquérir cette expérience de création d'entreprise, de revente de cette entreprise. Et donc, j'ai un peu roulé ma bosse, surtout que j'étais un spécialiste des marchés émergents. D'abord l'Afrique, qui est très très émergent, et puis des pays qui ont émergé, notamment l'Europe de l'Est. Donc je connais pas là où tu es, mais je connais tout autour les pays baltes, la Russie, évidemment, la Pologne, Hongrie, Roumanie, et ce sont toutes ces régions. J'ai aidé pour mes employeurs ou mes clients à faire monter implémenter des bureaux et monter des affaires dans tous ces pays, y compris le Moyen-Orient. Bon, c'est plus au sud. Turquie, Dubaï et tout ça. Et donc j'ai une expérience assez internationale, si ce n'est que je connais peu l'Asie, assez peu, et pas du tout l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, j'ai jamais encore pu voyager. Ça viendra peut-être dans mes vieux jours, si on peut encore voyager. Et mais voilà, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Donc tu fais tes études en Suisse, on imagine que tu as la petite vingtaine. Après, tu as 20 ans vraiment dans le monde de l'entreprise. Et dans la foulée, tu montes ta boîte. En fait, tu as une vingtaine d'années, on va dire, d'homme d'affaires. Alors oui, j'ai la chance d'avoir terminé mes études assez jeune, parce que j'étais assez précoce au lycée. J'ai fini alors en Suisse, normalement, l'équivalent du bac en Suisse, c'est un peu plus dur que le bac en France, hein, mais en gros, il a 19 ans. Là, il y a une année supplémentaire. Moi, je l'ai eu à 17. Pas parce que je suis plus malin que les autres, simplement parce que j'ai un père qui me poussait tellement à être efficace, à être performant à l'école. Si j'avais un 19 sur 20 ou un 20 sur 20, il me disait franchement, c'est pas terrible. Donc c'était ce niveau de pression que j'ai eu depuis que je suis petit. Donc forcément, tu sautes les années. Au bout d'un moment, tu arrives à être plus jeune que les autres. C'est une grave erreur à mon avis. Et donc j'ai commencé à bosser à 23 ans. J'avais mon premier travail et donc j'ai commencé jeune et ma boîte, je l'ai montée à 99 à 28 ans. Et je plaisante toujours parce que c'est une boîte avec 16 employés, donc c'était pas rien. Et je plaisante toujours en disant que j'ai réussi à faire mon premier million, et on en plaisantait parce que je voyais certains de mes anciens collègues cette semaine, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et c'est marrant parce que on a monté cette boîte juste avant le crash des dot-com qui est arrivé en 2000, en mars 2000, et moi j'ai monté la boîte en fin 99, donc vraiment on s'est pris le crash dans la gueule. Et c'était une expérience très dure, mais très intéressante à un jeune âge. Et à l'époque où ça valait quelque chose, à l'époque le dollar c'était 1,80 € si on faisait le ratio par rapport à aujourd'hui. Donc le dollar a perdu la moitié de sa valeur en 20 ans. Mais je plaisante toujours en disant à 27 ans j'ai fait mon premier million. C'était sympa. Je l'ai perdu en 2000, hein, bien sûr, mais donc 3 ans plus tard je les avais perdus. Mais c'était intéressant, tu vois, c'était une première, avec la force du travail et la chance aussi de tomber dans une industrie qui était porteuse, de faire son premier million de dollars à 27 ans. C'était assez pas mal. Ce que je trouve réellement d'intéressant, alors je trouve intéressant le reste aussi, mais il y a un truc là qui attire mon attention en particulier. C'est que pour beaucoup de gens, être millionnaire, c'est un rêve, c'est un objectif. Et ils s'imaginent que c'est très dur, très loin. Toi, tu y arrives. À 27 ans, tu y arrives. Mais derrière, tu le perds. Oui. Comment tu le vis et comment tu rebondis? Parce qu'on pourrait se dire, bon, mais c'est bon, la chance pour moi, elle est passée, quoi. J'avais réussi et puis j'ai tout perdu. Oui, et d'autant que c'est pas la première fois c'était la première fois, mais je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie de tout perdre et de redémarrer. Je l'ai fait 3 fois. Et alors c'est pas tout à fait tout perdu parce que j'ai réussi à placer. Je vais raconter une petite anecdote. Quand j'étais tout petit,
Quand j'étais gamin, je jouais à Monopoly. Tout le monde a joué à Monopoly, n'est-ce pas? Et si tu es concentré et que tu travailles bien, en général, c'est un jeu où c'est relativement simple de gagner, tu comprends vite les règles, etc. Et en fait, j'avais compris que pour vraiment gagner à ce jeu, en plus d'acheter tout ce que tu pouvais, t'essayais d'avoir le maximum de cash possible et d'augmenter ton argent et de devenir même. Alors, j'essayais d'avoir la banque de la banque, c'est-à-dire d'avoir mon argent de Monopoly, évidemment, planqué en plus de celui que j'avais du jeu. C'est-à-dire que je mettais de côté une partie de l'argent de Monopoly pour pas y toucher. Et lorsque c'était vraiment la crise, j'avais au lieu d'hypothéquer les cartes, n'est-ce pas, parce qu'en ce moment je joue à Monopoly avec mes gosses, c'est eux qui gagnent, donc ça va être terrible. Eh bien, j'avais cette réserve d'argent. Et donc j'ai toujours mis de côté sous forme en fait d'or. Et ces réserves-là n'y touchaient qu'en cas de survie absolument nécessaire, quoi, en cas de guerre, en cas de survie difficile. Donc même quand j'ai tout perdu, en réalité, j'avais quand même quelque part une réserve. Mais c'est une réserve pour la fin du monde. Disons que c'est pas la fin du monde financier. Et donc c'était pas une réserve que j'ai touchée. Mais cela dit, l'idée de tout perdre est évidemment extrêmement difficile. Mais elle te remet dans une réalité qui est celle que quand tu joues en bourse, par exemple, parce que c'est comme ça que j'ai fait mon premier million, c'était pas les salaires accumulés. Je peux pas, en ayant commencé à travailler à 23 ans, accumuler 1 million d'épargne entre 23 ans et 27 ans. C'est impossible. En 4 ans, c'est pas possible. Simplement, il y avait des stock options de la boîte, et il y avait effectivement mon épargne que je jouais en bourse, et comme on était dans le milieu de la technologie, on jouait, au début, on commençait à faire des tradings sur Internet, donc puisqu'on avait évidemment Internet au bureau. Je parle de 1994, 95, 96, ces années-là. Donc c'était un peu le début, et on jouait. Et on jouait sur sur le Nasdaq. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on voyait le réseau du bureau qui perdait en rapidité à partir de 4 heures de l'après-midi, parce que on était tous en train de jouer sur la bourse. On achetait, on vendait. Et évidemment, l'illusion qu'on avait à l'époque, parce qu'on était jeunes, c'est qu'on se rendait pas compte qu'on avait des performances de dingue. On doublait, triplait la mise tous les 6 mois. Parce que, en fait, les marchés étaient fous. Les marchés, c'était une bulle qui était en train de se créer autour d'Internet, autour de la technologie, des entreprises comme Cisco, Oracle, où je travaillais, Microsoft, bien sûr, et des boîtes comme ça. Eh bien, elles avaient des performances de folie. Et nous, on pensait être bon. On disait, ah, t'as vu, j'ai acheté à tel prix, j'ai revendu à tel prix, j'ai réussi à faire 1 fois la mise, 2 fois la mise, 3 fois la mise. Et on pensait être bon. Et en fait, non. On était juste des bons rameurs, mais avec le courant qui allait dans notre sens. Et que lorsque, avec l'effondrement de la bulle Internet, en fait, tout ce qu'on avait misé a dévissé, a perdu de sa valeur, et qu'en plus, on avait emprunté en crédit, évidemment, à la banque, pour pouvoir avoir un levier plus fort. Là, on s'est pris des raclés terribles, et financièrement, ça c'est vrai qu'en bourse, je sais pas, en fin 99, j'avais dû arriver à 3 millions et demi de dollars, et en avril 2000, j'étais à 0. Et donc, je me souviens, j'étais dans ma petite BMW décapotable qui était payée. Alors ça, c'est l'avantage. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Quand tu veux quelque chose, tant que tu l'as pas payé entièrement, c'est pas à toi. Et là, au moins, il me restait mon appartement et ma voiture. Et voilà. Et plus de revenus, pas de pognon à la banque, c'est fini. Et puis, ben, on se bouge le cul, et on se dit bon, bah voilà, j'ai monté une petite boîte. Je me souviens qu'on avait tous nos clients étaient morts. Enfin, il y en avait qui avaient carrément fait faillite parce qu'avec la bulle Internet, tout avait pété. On avait des clients évidemment à San Francisco là-dedans. Et je me souviens qu'en mai-juin 2000, j'ai regardé mes collègues, je dis bon écoutez, là je dois partir à San Francisco, j'ai 5 jours pour trouver des nouveaux clients qui peuvent nous apporter le cash flow nécessaire pour remplacer ce qu'on vient de perdre. C'est dimanche, enfin au samedi, je pars. Si vendredi j'ai pas signé 2-3 clients pour X revenus hebdomadaire, parce qu'elle fait par semaine, donc voilà, hebdomadaire, quand je reviens, on ferme la boîte et vous êtes virés.
parce que je peux pas payer. Et donc je me souviens très bien que je suis revenu en une semaine, j'ai réussi à trouver, mais en faisant du porte-à-porte, hein, c'était vraiment de quoi payer les salaires et de quoi pouvoir pérenniser ma petite entreprise. Et ensuite, ça a décollé et ça allait bien. Mais c'était chaud. Donc ce genre de pression, j'ai su faire et je suis passé. Et comme je dis toujours, par rapport à la pression que me faisait mon père, tu peux me mettre dans un goulag, tu peux me mettre où tu veux, c'est de la gnognotte, ce sera rien. J'ai eu tellement de la pression quand j'étais gamin, où c'était jamais assez bien, c'était jamais. Bon, il avait des bons côtés, hein, mon papa, mais il mettait beaucoup de pression. Et donc, ça te rend pas une enfance très heureuse, mais en revanche, ça t'apprend à bosser dur comme un malade. Et voilà, bosser 16 heures par jour, 18 heures par jour, c'est pas un problème pour moi. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Dans la vie, il y a d'autres choses que le travail. Mais la valeur travail, clairement, elle t'amène à des résultats. Ça, c'est sûr. L'importance de l'éducation et son impact sur nos vies. Est-ce que tu penses que ces coups de pression, que ces revers de fortune, est-ce que tu penses que ça fait partie des choses qui t'ont amené à développer cette idée de survivalisme, le fait qu'on pouvait tout perdre et qu'il fallait y être préparé? Ça, il faudrait poser la question à un psychiatre ou à un psychologue. Je n'ai pas l'impression que c'est lié. Parce que je me souviens très très bien, parce que je dois l'avoir, d'ailleurs dans un des cahiers que je dois avoir quelque part par ici, je me souviens très très bien que je discutais avec ma future femme à l'époque, ma future ex-femme maintenant, en 2003. Je discutais avec elle, on faisait un plan de vie, donc j'avais pris ce papier. J'avais fait une mind map, pour ceux qui connaissent ou pas. C'est un concept qu'avait développé un Anglais qui est toujours vivant, qui s'appelle Tony Buzan, qui est un type vraiment brillant qui a sorti ce concept dans les années 70-80. Et alors, en parlant des bons côtés, mon père, qui travaille dans une multinationale, lui suivait des cours de management dans ses entreprises. Mon père a fait un MBA de Harvard plus tard, et payé par son entreprise, dans l'entreprise où il travaillait. Et ce qu'il avait comme le bon côté de sa pression, c'était que quand il revenait de ses voyages d'affaires, ou le soir après le travail, ou pendant les week-ends, il s'asseyait à table et il nous expliquait tout ce qu'il faisait. Et donc moi, à l'âge de 5, 10 ans, 15 ans, j'ai accumulé des quantités de concepts de business, de gestion, de management, de tout ce qu'on veut, qui me rendait d'ailleurs un gamin un peu différent des autres à l'école, parce que c'est sûr que je connaissais Peter Drucker et voilà, Tony Buzan, et que j'utilisais leurs techniques à l'école, et que les profs me regardaient avec des grands yeux en disant, mais ton plan de dissertation, c'est quoi ce truc? La mind map, c'est une idée de permettre d'avoir, si tu as tu prends un morceau de papier, plutôt que d'écrire ton plan de ton projet de business ou de ta rédaction au lycée, peu importe, plutôt que de faire introduction, sujet 1, sujet 2, puis tu vas de manière séquentielle, tu travailles en étoile, où tu as un sujet, un autre, etc., avec des embranchements qui partent, et tu peux ensuite, donc voilà, ça fait une sorte d'arbre. Que j'utilise de nos jours dans quasiment toutes mes formations. Elles sont toujours axées sur une mind map, mais de nos jours, c'est courant. Je pense qu'à l'époque, effectivement, quand tu as sorti ça, il n'y a pas grand monde qui savait ce que c'était. Oui, c'était pionnier, et donc ça me permettait de faire des choses comme ça. Donc je faisais ces mind maps. Et pourquoi je te parle de mind map, en fait, c'est pas le point de départ de cette sideway c'est ce qui t'a amené à développer l'idée du survivalisme, c'est-à-dire qu'il fallait être prêt en cas de que ça parte en couille, quoi. Alors, en 2003, avec ma copine de l'époque, donc on se disait, où est-ce qu'on va? Faisons un plan, puisqu'on a envie de se marier, avoir des enfants, ok? Quel est le plan de vie qu'on veut avoir dans les 10, 20 prochaines années? Et j'ai fait un mind map où j'ai dit quels sont les éléments, on va dire, géostratégiques importants. Et je me souviens très bien, et d'ailleurs je l'avais montré dans une vidéo, donc j'ai la preuve, que j'avais montré, voilà, on va voir le déclin des États-Unis, on va voir l'émergence de la Chine, on va voir l'émergence de technologies Internet encore plus, etc. C'était dans une période en 2003 et 2005 où j'ai commencé de manière très rationnelle à
à regarder ce qu'on pouvait analyser dans le monde. J'ai beaucoup voyagé à travers l'Afrique, comme je le disais. J'ai vu, par exemple, puisque j'étais assez proche du milieu écolo à cette époque-là, écologiste, que les destructions de l'environnement, je parle pas du changement climatique et toutes ces balivernes, je parle de choses réelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une destruction des écosystèmes, une destruction des eaux potables, des eaux douces, notamment dans ces pays du tiers-monde, qui sont assez dévastatrices, et que tôt ou tard, ça allait amener des crises là-bas qui vont se transformer dans des crises chez nous, parce qu'ils vont venir. Et voilà, on l'a vu en 2015, mais c'est un processus qui était déjà en marche déjà à l'époque, et qui s'arrêtera pas pendant longtemps. Ça ne s'arrêtera que quand on l'arrêtera, mais personne l'arrête pour l'instant. Et donc, j'avais commencé à imbriquer pas mal de mes expériences, un peu d'instinct et pas mal d'analyse et de lecture sur ce qui m'ont amené à avoir une approche assez analytique que j'ai ensuite remis dans mon premier livre pour me faire voir qu'on allait vers des temps très difficiles en réalité, alors que finalement en 2003-2005, beaucoup de gens pensaient que la crise Internet est passée, maintenant on est reparti dans une nouvelle bulle, il y a beaucoup d'argent à se faire, ce qui n'était pas faux à l'époque, mais tout le monde était très optimiste. Et quand j'ai commencé à dire autour de moi, mais peut-être qu'on devrait se préparer parce que là, les 20 prochaines années, elles vont être dures, et je sentais venir à partir de 2020, ça va commencer à devenir difficile. Les gens me disaient, mais non, tout ira bien, regarde, tout va toujours très bien, de toute façon, pour beaucoup de gens. Il n'y a pas de deuxième guerre mondiale, il n'y a pas de famine, il n'y a jamais. Tout va bien. Et l'histoire, parce que je suis passionné d'histoire, montre aussi que on a des cycles, on a des tendances lourdes, et que là, on rentre dans une tendance très hard qui commence maintenant, on le voit de plus en plus. Et donc, je crois pas que c'était cette pression-là. C'est simplement que j'ai aussi une très grande capacité à la lecture. Je suis entouré de milliers de livres, et depuis que je suis petit, comme en fait on habitait loin de la ville, dans la campagne, j'avais pas beaucoup d'amis autour de moi à proximité, quelques-uns, mais pas beaucoup. Et donc j'avais beaucoup de temps libre, et ce temps libre, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de choses à la télévision, on n'avait pas de téléphone, alors on lisait. Et donc je lisais beaucoup de livres. Ouais, voilà. Je sais pas, ça fait 15 ans que j'ai pas regardé ça fait 2005 que j'ai pas regardé la télé. Donc ça va faire bientôt 20 ans. Mais oui, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Enfin voilà, donc ça m'a amené à avoir cette réflexion sur le monde qui pendant 10 ans, depuis que j'ai sorti mon premier livre, m'a mis un petit peu à l'écart, parce que c'est qui ce prophète de malheur qui nous dit qu'en 2020 ça va commencer à aller mal. Et puis à partir de 2020, et puis surtout comme j'avais écrit un livre sur des pandémies, sur les risques nucléaires et les risques d'accidents chimiques, là petit à petit, là il y a moins de contradicteurs en revanche. Là c'est des gens qui commencent à dire ah oui, peut-être qu'on va écouter le raisonnement en tout cas. Ensuite, la marche à suivre pour certains. Mais clairement, là, il n'y a plus personne qui vient me dire « mais tout ira bien ». Là, les gens sont beaucoup plus attentifs maintenant. Là, nous venons à une question qui est totalement en dehors de mon plan d'interview, mais qui est un truc que je voulais te demander personnellement depuis un moment. Hein, je me suis déjà posé la question moi-même, dire mais pourquoi ? Pourquoi ? Et je me dis, un jour, il faut que je lui demande pourquoi. Déjà, tu sais, à cause de toi, à chaque fois que je vois une petite cuillère, j'ai des idées bizarres. Tu vois, pour les gens qui te suivent depuis longtemps, ils savent pourquoi j'ai des idées bizarres quand je vois une petite cuillère. Je la regarde à chaque fois et j'imagine des choses, tu vois. Donc ça, c'est ta faute. Mais c'est pas le sujet de ma question. Ma question est, pour ma part, je veux vivre. Je veux pas forcément survivre. Alors, je comprends complètement l'idée que demain, il y a une guerre civile, elle est sur un temps donné. Et on veut se mettre en sécurité, mettre les siens en sécurité pendant la durée de cette guerre civile, de façon effectivement à y survivre. Ça, je le comprends tout à fait. Ce que je ne comprends pas, et là tu vas pouvoir m'éclairer, je n'en doute pas, cette idée de vouloir survivre à une sorte de fin du monde, à une sorte de cataclysme nucléaire, par exemple, se trouver le dernier là au milieu. Moi, ça me tente pas, j'ai pas envie. Tu vois, moi, je préfère vivre à fond aujourd'hui puis mourir avec les autres demain, plutôt que me dire, ouais, je vais survivre, mais survivre dans quelles conditions, dans quel monde, pourquoi, après tout?
Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, oui, l'idée c'est de vivre. L'idée c'est de... Personne ne vend, et c'est pour ça que lorsque l'on voit des personnalités comme Bear Grylls, ce Britannique, qui prend des personnalités, les amène dans la steppe ou dans la toundra ou dans les montagnes et qui leur dit voilà, tu dois faire du feu parce qu'il faut survivre. Ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. C'est des compétences utiles, certes, mais qui ne m'intéressent absolument pas. D'ailleurs, dans aucun de mes livres, et personne ne dit que j'apprends à faire du feu dans la forêt, etc. C'est fascinant à faire, c'est génial à faire. Je le fais avec mes enfants et on adore crapahuter dans les montagnes ici. Mais très honnêtement, dès qu'il pleut et que le temps est trop dégueulasse, on rentre à la maison. Hein. Et à part à l'armée où effectivement là il y a pas de, on rentre à la maison. L'idée c'est de faire exprès de se mettre dans des conditions un peu difficiles. L'idée c'est quand même d'atteindre le confort, le bonheur dans la vie dans la famille ou avec sa copine ou avec son copain, ça dépend pour qui vous êtes. Que vous soyez libanais ou pas, et donc bien sûr que l'idée c'est d'avoir un confort de vie. Et c'est pour ça que lorsque je parle de mon concept de base autonome durable, qui est un endroit pour vivre de manière durable et de manière autonome, ou en tout cas de tendre vers cette autonomie, je ne dis pas manger des insectes, vivez dans une grotte avec des peaux de bêtes et manger des lapins que vous allez attraper tous les jours. Ça c'est complètement, ce serait délirant, illusoire, et surtout, en fait, c'est une approche romantique. Ce sont des illusions que peut-être certains se font, et on en entend encore, de moins en moins, de gens qui se disent le jour où c'est une grande crise, je pars avec ma sarbacane ou mon arc et je vais vivre dans la forêt, et je vais vivre en mangeant des cerfs, des ours. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont trouver dans la forêt. Ouais, il faut surtout trouver des cailloux et des lichens. Ouais, et donc alors je dis pas qu'il faut viser absolument être pantouflard dans sa maison. Au contraire, il faut faire du sport, de l'activité physique. Il y a tout un ensemble de choses qui font une vie complète et dans laquelle on trouve du bonheur, etc. Et particulièrement pour les plus jeunes, c'est vrai que s'ils vont, pour des jeunes garçons par exemple, s'ils vont dans un bar en disant à une fille, moi mon projet de vie c'est d'aller vivre dans un tipi dans la forêt. Il y en a qui font ça. Mais ils ont intérêt à être sacrément beaux gosses pour trouver pour que la nana les suive, parce que ça va être très 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 limitant comme concept. Enfin, tu habites dans un pays où il y a des jolies femmes. C'est très rare de tomber sur une Russe qui veut abandonner les talons aiguilles, les beaux vêtements qu'elle porte très bien d'ailleurs, etc. Bref. Donc non, il s'agit de vivre confortablement, mais, et c'est là où il y a un grand mais, il faut prendre en compte que nous ne sommes pas dans une crise comme les autres. Nous ne sommes pas simplement dans une crise comme, par exemple, la crise des années 70, la crise de 1929, ou la crise des années 2000 avec un peu plus de chômage, un peu plus de difficultés, mais au bout d'un moment, ça se remet en place, voire ça remarche encore mieux avec plus de croissance économique, plus d'expansion. Non, là on est dans une crise extrêmement profonde, on est à la fin de plusieurs cycles très longs, notamment le cycle, alors c'est pas la même chose dans tous les pays du monde et dans toutes les géographies, mais on est à la fin d'un cycle thermo-industriel, c'est-à-dire d'une phase d'industrialisation permise par les énergies fossiles, qui est en train de se terminer d'une part par la désindustrialisation de beaucoup de pays occidentaux. Il n'y a plus d'industrie en Angleterre, en France. Là, on est en train de terminer de désindustrialiser l'Allemagne, donc ça va être très très difficile de continuer un niveau de confort avec des pays dont il ne reste plus que le service, et les services sans l'industrie, ils durent pas très longtemps. Le toilettage pour chien, quand tu gagnes pas d'argent, ça va être très compliqué. Et en plus, alors quand je dis c'est pas la même chose d'une géographie à l'autre, c'est que par exemple à Moscou, nous ne sommes pas à l'ère de la fin de l'industrialisation thermo-industrielle, parce qu'il y a encore des énergies fossiles pour au moins un siècle. Mais c'est pas le cas en France, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas en Angleterre. Il y a d'autres problèmes structurels qui s'ajoutent et qui là sont très forts aux États-Unis. C'est ces tensions ethniques, ces tensions d'une population hétérogène, qui n'a plus de rêve commun, qui n'a même plus de culture commune du tout.
et qui en fait est dans une période de toute façon avec des forces centrifuges qui vont découper ces territoires, ces pays, ces cultures qui vivent ensemble aujourd'hui à coup d'allocations et parce que l'économie elle tourne encore, mais dès que ça s'arrête et on est à la fin de ce modèle-là, ces populations elles vont se séparer et l'exemple de la Yougoslavie récent et les exemples historiques plus anciens montrent que ça ne se sépare jamais facilement et dans la paix, la joie et la bonne humeur. C'est très très violent et très très difficile. Donc cette crise, elle risque d'être une crise de changement radical pour notamment l'Europe de l'Ouest, aussi radical qu'a pu l'être la guerre de 30 ans, ou peut-être, moi je pense que le meilleur exemple, c'est la fin de l'Empire romain. Mais en accéléré, évidemment, nous ne sommes plus sur plusieurs siècles de temps, mais ça se fera sur quelques décennies. Et quand les gens disent oui, mais tu avais dit que l'effondrement c'est 2020, moi je dis non, c'est à partir de 2020. Mais c'est un processus qui va être extrêmement violent, qui va durer longtemps et qui va avoir des bouffées de crise très très fortes avec peut-être des moments de violence très forts et des moments peut-être de calme où on se repose, où on est épuisé et puis c'est pas la même chose dans chaque région. Mais en tout cas, l'Europe de l'Ouest est très très mal partie. Et c'est pour ça que j'explique déjà, il y a plus de 10 ans dans mon premier livre, c'est pour ça que les États-Unis, qui sont les leaders en fait de cet empire occidental, c'est pour ça qu'ils cherchent la destruction de la Russie, qu'ils cherchent des guerres sans arrêt, pour essayer de continuer à survivre finalement en tant que nation, en tant que grand empire, encore un peu plus longtemps. Et c'est pour ça qu'ils cherchent la guerre, mais c'est la fin, ils n'y arriveront jamais. Grosso modo, on est bien d'accord sur. Alors j'aime ta comparaison, peut-être parce que c'est la même que la mienne, d'autant par mon bridisme, hein, mais j'aime ta comparaison avec la chute de l'Empire romain. J'y vois effectivement beaucoup de similarités. Les composantes sont là. La déliquescence des mœurs, la perte de la morale et de la religion, les invasions barbares, la corruption des élites. Souvent cette image que quelque chose qui pourrit par la tête et pas par la racine, tu vois. Donc je trouve il y a beaucoup de similarités effectivement entre aujourd'hui l'état de l'Europe de l'Est et de l'Empire occidental américain et la chute de Rome. Cela dit, on diverge dans les solutions. Pour moi, la solution la plus simple, la plus évidente, c'est de s'en aller de là. Tu vois. Moi, je pense que et tu vas m'éclaircir et tu vas me corriger, hein, c'est ce que j'attends. Mais moi, je pense que se trouver au milieu d'un empire détruit ou en destruction, en crise profonde, en sécurité chez soi, c'est chouette. Mais tant qu'à faire, autant être dans un lieu épanoui, épanouissant et avec un avenir. Tu vois ? Oui. Alors, comme tu le sais peut-être, moi aussi, je fais des formations. Et j'ai affiné ce concept-là dans une formation qui est sur mon site, mais pour faire simple, il faut prendre en compte l'individu, sa situation familiale, professionnelle, son âge, ses compétences, pour lui dire est-ce que oui ou non, il faut partir ou il faut rester. D'abord, ça c'est fondamental. C'est très difficile de dire à quelqu'un vas-y reste, vas-y pars. C'est très même ce serait même très injuste d'encourager des gens à faire ce genre de démarche parce qu'on le sait tous. Et d'ailleurs, je suppose que dans ton travail, tu fais ce travail pour aider les gens à faire le pas correctement parce que ce n'est pas facile à changer de pays, de découvrir des nouvelles cultures, de s'installer. Ça coûte parfois ça coûte cher si on s'y prend très mal. Il faut avoir les bons contacts, etc. C'est très compliqué. J'ai beaucoup travaillé à l'international. J'en ai vu des expatriés qui se sont mangés leur fortune, leur couple, leur famille. Enfin, c'est pas simple. Et parfois on a et donc maintenant pour donner un exemple concret et personnel. À mon âge, j'ai 53 ans cette année. S'il faut partir, s'il faut partir, je suis prêt à partir. Mais j'ai décidé que je vais rester là. Mais c'est une décision consciente. Mais je suis en Suisse,
dans les montagnes. Avant qu'ils viennent me chercher dans les montagnes, va falloir que ce soit sacrément le chaos. En revanche, j'ai 4 enfants. Et à mes 4 enfants, je leur dis pas la même chose. Je leur dis pas, ton avenir, c'est d'être ici dans les montagnes avec moi. Non, je leur dis, essaye d'avoir au moins 2 métiers. Un qui est manuel, concret, un métier éternel, comme on dit, je sais pas, qui est lié à l'électricité, à la plomberie, à la mécanique, à des choses très très concrètes. Et en plus, bien sûr, si ça t'intéresse, un métier plus abstrait, qui peut être lié, par exemple, aux intelligences artificielles, la robotique, que sais-je. Et ce genre de métier que tu vas apprendre, pourquoi le faire dans le pays le plus riche et le plus cher du monde, qui est la Suisse? D'ailleurs, ça pourrait m'arranger financièrement si tu le faisais dans un pays où il y a tout à fait les compétences. Pourquoi pas en Chine? Pourquoi pas en Russie? Pourquoi pas, je sais pas, à Kuala Lumpur ou à Singapour ou ailleurs? Et que tu t'ouvres l'esprit sur d'autres parties du monde, parce qu'effectivement, rien ne dit que ça ne soit très très difficile d'être là. Et par exemple, si un de mes enfants me disait, moi là, j'aimerais bien étudier à la Sorbonne à Paris, je dirais pas que je mets mon veto parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais enfin, s'ils peuvent se permettre les Paris, mais je dis, mais pourquoi aller vivre dans un truc mourant? Paris, c'est la fin. C'est la décadence. C'est en plus trop cher et bref. Mais je dirais la même chose pour Londres ou même New York ou Los Angeles ou San Francisco. Pour prendre un exemple historique, il y a autre chose dont il faut prendre en compte et que tu as mentionné et qui est très vrai, c'est qu'il peut y avoir des périodes d'intense violence relativement courtes qu'il faut savoir éviter et qu'il faut savoir fuir. Et on a toujours entendu ce dicton qui dit, si tu es juif et que tu habites en Allemagne en 1933, alors encore que les juifs allemands ils ont pas pris cher comme les juifs polonais ou biélorusses ou ukrainiens, etc. Mais enfin, l'idée c'était, si tu étais optimiste, tu finis dans un camp. Si tu es pessimiste, tu pars à Los Angeles et tu deviens un riche producteur de cinéma. On caricature un peu, évidemment. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut aussi savoir prendre ses armes et ses bagages et dégager, parce que si la situation elle est très mauvaise. Si tu habites à la Seine-Saint-Denis et que tu es un Français de souche, si tu es blanc, si tu es une femme, en général, non, reste pas là. Voilà. Reste pas là parce que le jour où ça part en vrille, t'es dans le cœur du volcan, là. Le jour où ça part en vrille, t'es vraiment... Ouais. Après, d'autres nous disent, mais moi je veux rester, alors peut-être pas en Seine-Saint-Denis, mais je veux rester dans mon pays parce que je veux le défendre, c'est la terre de mes ancêtres. Et il y a des juifs en Pologne qui sont ni allés dans le ghetto, ni qui ont fui et qui sont partis dans les forêts. Pas beaucoup, mais il y en a qui ont réussi à le faire. Et donc, on peut très bien imaginer qu'une crise qui dure quelques années nous permettent de nous en sortir par des moyens difficiles. Mais si tu es dans le cas, alors si je prends un autre exemple historique, si tu es le cas d'un Espagnol en l'an 800, tu vas te ramasser 6 siècles d'occupation musulmane. Donc là, il faut peut-être mieux partir dans les Asturies ou dans les Pays Basques et rejoindre l'armée des rois qui se battent là et qui vont, au bout de quelques décennies, au bout de quelques siècles, reconquérir leur territoire. Parce que il y a un dicton irlandais qui le dit très bien dans un poème qui dit parfois il faut savoir fuir, je le traduis, hein, il faut savoir fuir pour combattre un autre jour. Alors c'est une métaphore de la vie, parce que l'idée c'est pas toujours de combattre. D'ailleurs les juifs qui sont partis à Los Angeles, ils ont pas combattu les nazis, hein, ils sont restés tranquilles. Enfin voilà, ils ont fait des films de propagande peut-être, mais l'idée c'est ça, d'être flexible en tout cas. Mais je peux pas dire à quelqu'un fais ceci, fais cela. Ça doit être une phase de réflexion importante qui en fonction de son âge, etc. D'ailleurs, quelqu'un de très âgé, on va dire au-delà de 70 ans, je lui dis mais écoute, fais ce que tu veux. De toute façon, voilà, profite des années qui te restent, amuse-toi bien. Et puis, alors vis peut-être pas dans le 9-3, ça je suis d'accord. Mais écoute, si t'aimes bien vivre à Paris, vis à Paris. Ou si t'aimes bien aller à la campagne, vis à la campagne. Mais
te projette pas sur 50 ans. En revanche, tes enfants, tes petits-enfants, là, le discours, il est peut-être différent. Donc, il y a une approche expatriation qui est tout à fait cohérente dans certains cas de figure, et dans d'autres cas de figure, celui qui habite dans les montagnes de Haute-Savoie, par exemple, ou dans les Pyrénées, ou même dans le Massif central, ou au fond du Périgord, etc. Lui, normalement, il devrait pas trop subir la guerre civile, le bordel. Il a son autonomie à la campagne, etc. Si tu habites dans une grande ville, dans l'émirat de Roubaix, ou à Paris, ou Marseille, Lyon, là, c'est complètement autre chose. Ou Londres, Birmingham, Düsseldorf, la liste est longue, hein, Séville, on a énormément d'endroits en Europe où ça va être très 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 chaud. Bruxelles, Rotterdam, La liste est immense et elle s'étend sans arrêt parce que au début, tu pouvais te dire bon bah si j'évite Paris, Marseille, Lyon, ça va quoi, je me mets ailleurs dans une plus petite ville, ça va. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi, quand j'ai la vingtaine, je me retrouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que dans ma tête, Marseille, ça craint, la région parisienne, ça craint, Lyon, ça craint. Mais quand même pas Lille, tu vois. Non, c'est trop loin là-bas. Mais en fait, ça s'étend. Les gens qui disent, bah avant dans ma petite ville, j'étais tranquille. Ouais, mais là quand même, ça commence à un moment, ils se reculent de plus en plus dans un pays. En fait, ils fuient chez eux. Mais voilà, si t'as une démarche de devoir fuir chez toi, tant qu'à faire, va où tu veux, quoi. Va à l'endroit où tu seras heureux et pas juste à l'endroit où tu seras terré, tu vois. C'est le truc. En 1944, en 1944, il y avait des armées tchèques, polonaises, même françaises en Union soviétique qui sont revenues via Berlin, Prague et Vienne en Europe centrale. Hein. Donc c'est vrai que parfois on ne sait pas comment vont évaluer les choses, mais certainement on va traverser des périodes difficiles et les villes sont à fuir. Ça c'est une évidence. L'Europe de l'Ouest, oui, tout à fait. On a un léger décalage. En fait, tu me coupes pas vraiment. C'est que on a un petit peu de lag, mais c'est pas grave. On nous le pardonnera, je l'espère. C'est vraiment intéressant cet échange parce que toi, tu as fait ton choix de te dire, t'es une sorte d'expatrié. T'es un expatrié intérieur, on va dire. T'aurais pu rester à Genève. T'as fait le choix, au vu de la situation et des développements possibles, de te retirer dans le pays où tu vivais, mais dans une région bien particulière et dans des conditions avec des aménagements bien particuliers. C'est une sorte d'expatriation intérieure, mais c'est pas le type qui reste là en se disant que ça va aller. Moi, ma démarche a été différente, mais on a les mêmes motivations. Moi, c'est une question que j'aime poser aux gens. Est-ce que dans ta démarche, on va dire, de gagner ton autonomie, est-ce qu'il y a des moments où, comme moi, ou comme bien des gens qui ont tenté des choses, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais dans quelle galère je me suis mis? Mais pourquoi je suis pas resté tranquille, dans le confort de Genève, dans ton cas? Pourquoi je suis venu là, en montagne, galérer? Est-ce que tu as eu ces moments-là? Et comment ils se sont traduits pour toi? Pas trop, parce que j'ai eu la chance de choisir un endroit pour monter là où j'habite maintenant, cette ferme qui est ma base autonome durable, qui est un endroit magnifique avec tous les matins j'ai une vue sur les montagnes, à chaque saison j'ai des couleurs du ciel, c'est que le mois de novembre, il faut pas venir au mois de novembre. Il y a des nuages partout s'il pleut. Mais le reste du temps, c'est magnifique. On a des couleurs, le coucher de soleil est fantastique, la neige en hiver, le vert de la campagne l'été, les animaux. Enfin, c'est un endroit idyllique. Donc, chaque matin, je sais pourquoi je suis là. En plus, il y a du travail physique à faire dans le jardin qui est agréable. J'ai le calme nécessaire pour travailler maintenant que les enfants sont un peu plus grands. Je peux à nouveau me mettre dans plein de sortes d'activités professionnelles à distance tant que c'est possible et bien sûr écrire mes prochains livres. Mais en revanche, il y a des moments où quand peut-être tu n'es pas dans une phase d'harmonie parfaite dans une vie de famille, par exemple, ça arrive. C'est sûr que la ville a des avantages.
C'est sûr que quand tu habites en ville, c'est les avantages en fait de la comment on appelle ça, de la dépravation des villes, c'est que tu as toutes sortes de divertissements, et y compris l'accès aux femmes, par exemple, qui est absolument fantastique, et pour les femmes, l'accès aux hommes, évidemment. Dans un petit village, c'est pas possible. Largué dans un village de montagne. Voilà. Donc quand tu es en phase de pré-divorce ou des choses comme ça, c'est sûr que la ville, tu la regrettes. Mais bon, je suis tombé assez rapidement après quelques années de boucherie terrible sur une jeune fille super bien, une Russe d'ailleurs, avec qui je me suis fiancé, et donc tout va bien. Mais c'est vrai que cette tentation de la ville, surtout pour un homme à partir d'un certain âge, et quand tu as un peu d'expérience et les moyens, en fait, t'es con, à 20 ans, faudrait pas chasser les filles, c'est un autre sujet, mais à 20 ans, qu'est-ce que tu te fais chier à aller choper des filles, si ce n'est que c'est ton instinct qui le pousse à le faire. Mais t'es très désavantagé. Alors qu'à 40, 50 ans, si t'as bien gagné ta vie et que tu vis bien, alors j'imagine même pas, je me souviens très bien comment c'était à Paris ou à Milan. Mais voilà, alors par moment, il m'est arrivé de me dire, ah ouais, là ce soir, je serais bien sorti en boîte et tout, ou dans un bar, etc. Mais non, là c'est pas possible. Là où je suis, non, c'est pas possible. Il faut que je t'invite à Minsk. C'est ça qui manque en fait. Il faut que je t'invite à Minsk. Tu connais pas le Bélarus, et là, je serai ton guide. Ouais, pourquoi pas. Nous avons des témoins. Hein. Voilà, je te prends à témoin. Tu es invité à Minsk. Quel est dans ton parcours, parce que tu as un parcours qui est long, qui est riche, avec des échecs, avec des revers, tu nous en parlais tout à l'heure, quel serait pour toi ton échec préféré? Je veux dire par là, celui où tu aimerais absolument pas ne pas l'avoir vécu parce qu'il t'a amené à là où tu en es aujourd'hui. Professionnellement, donc. Un échec de vie. Parce qu'évidemment, personnellement, quand tu as des enfants, c'est ça. Quand tu as des enfants, tu te dis, en fait, c'est génial d'être passé par le divorce parce que ça implique que tu as des enfants avant. Et comme on aime bien ses enfants en général, eh bien voilà. Mais je pense que professionnellement, je vais remonter à loin. C'est pas des échecs, mais je l'avais vécu comme étant très très pénible. J'ai vécu très très mal ma période du lycée. Parce que j'étais dans une école qui demandait énormément de travail et d'efforts. Et donc on était un peu comme des moines à travailler comme des malades. Et sur le moment, j'avais l'impression que je profitais pas de ma vie. Je profitais pas de ma jeunesse, et que c'était boulot. Tous les matins, j'étais debout. Mon train partait à 7h04 pour partir en ville. Et je rentrais chez moi à 8h du soir et avait encore le boulot à faire et tout ça. Donc, c'était extrêmement intense. Mais cette capacité de travail que j'ai développée lors de ces études, en plus en sachant que moins le week-end, mais pendant les vacances scolaires, j'allais travailler. Je travaillais dans des entreprises où plus jeune, je faisais les jardins des voisins, enlever les mauvaises herbes, etc. pour gagner un peu de sous. Eh bien, c'est pas un échec, au contraire, c'était une expérience de vie formidable. Mais clairement, ça m'a amené à avoir une capacité de travail qui est colossale. Et que je ne vois plus chez les jeunes aujourd'hui. J'ai de la peine à les pousser à avoir cette capacité, parce que c'est un potentiel, c'est pas forcément je dis pas qu'il faut que ce soit une habitude, parce que devenir une habitude de travail, c'est aussi pas bon. En revanche, avoir le potentiel de le faire, si on se dit, bon voilà, j'ai un projet, parce qu'il y a une difficulté à surmonter, parce que, de pas avoir peur, de dire, maintenant, pendant 3 mois, je vais bosser 20 heures par jour, et puis on s'enferme, et on fait ce qu'on doit faire, et on y arrive. Ça, c'est une capacité que je retrouve pas beaucoup chez les gens, y compris de ma génération, et certainement pas chez les plus jeunes. C'est dommage, parce que cette capacité de travail, c'est ce qui fait que on fait face à l'adversité, mais même aussi physiquement. C'est quelque chose que, par exemple, nos amis qui font la Légion étrangère ou qui sont dans les forces spéciales, la raison pour laquelle ils ont des entraînements qui sont démentiels, c'est pas parce que dans les opérations, ils vont avoir les mêmes difficultés. Souvent, ils ne font jamais
plus jamais ils ne feront les activités physiques qu'ils ont faites pendant leur sélection, leurs entraînements. Mais simplement, ça leur donne une mémoire dans leur corps et dans leur esprit d'être capables de surmonter des choses qui sont impossibles pour la plupart des gens. Et ça, c'est ce qui change les choses. Alors, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais ce sont des expériences qui nous manquent tous, à la plupart d'entre nous, en fait. Oui, ça répond à la question parce qu'en fait, ça aide à, quelque part à être inspiré, à comprendre. Moi, je te rejoins totalement là-dessus, la capacité de travail et la capacité de concentration qui vont de pair, hein, parce que je peux passer 5 heures devant mon ordinateur, si toutes les 3 secondes je m'arrête, comme j'ai tendance à vouloir le faire pour checker mon téléphone à côté, ouais, j'ai passé 5 heures au travail, oui, mais j'ai passé 1 heure concentré à réellement travailler, tu vois. Et ça, c'est pour moi une épidémie de ma génération et des gens plus jeunes. Pas le fait de ne pas être capable de rester 8 heures dans un bureau, non. Mais le fait de ne pas être capable de rester concentré ne serait-ce qu'1 heure d'affilée, c'est ça. Oui, ces téléphones, notamment chez les plus jeunes aujourd'hui, nous rendent, par exemple, leur capacité à la lecture assez difficile. C'est pas la même chose de lire sur un écran que de lire un livre en papier. Je regarde les livres que j'ai là devant moi. Là, j'ai des livres que je dois lire. Les 3000 autres, ils sont dans une autre pièce. Et donc, c'est vrai que voilà, la lecture, c'est une capacité de concentration. La réflexion aussi, par exemple, quand on a un problème, par exemple. Par exemple, on va parler d'un échec, mais c'est pas vraiment un échec, mais j'ai été attaqué dans la presse il y a maintenant 6 ans, de manière très violente. Tous les journaux de tout mon pays m'avaient en première page pendant 3 jours. Et peu importe la raison, c'était complètement débile de toute façon. Mais clairement, à un moment, je me suis dit, bon, pourquoi? Et c'est facile de dire, c'est pas moi. Comment? L'effet Barbra Streisand. Voilà, alors, moi, comme je suis un mec qui fait beaucoup d'introspection, parce que c'est un élément, se connaître nous permet de mieux comprendre là où on va et pourquoi on fait les choses que l'on fait. Et parfois, c'est terrible parce qu'on arrête de faire certains trucs parce qu'on se rend compte qu'on les fait pour des mauvaises raisons, ce qui amène à des divorces, des choses comme ça. Mais clairement, je me suis pris des livres de psychologie. Et je me suis tapé, puis en plus ça me sert pour mon prochain livre, mais enfin je me suis tapé Adler, Freud, Jung, comment il s'appelle le behavioriste, Seymour, plein de livres, pour essayer de piger, est-ce que les critiques de tous les journaux, de tous les médias, d'une partie de mes amis et de ma famille envers moi, est-ce qu'ils sont fondés, ou est-ce que c'est du bullshit, et s'ils sont fondés, est-ce que c'est moi, parce que ça c'est un truc qu'on apprend dans la vie, c'est souvent ta faute. C'est pas que, alors parfois parfois on est entouré de cons, ça c'est vrai. Mais souvent quand même, quand on fait des conneries, c'est parce qu'on a un problème fondamental. On a une capacité à se saboter. On a des capacités à avoir des biais cognitifs qui font que l'on voit les choses, on voit le monde dans ce qui nous arrange. Notamment quand on est dans les affaires ou dans les investissements financiers, on n'écoute pas ce qui nous alerte et qui va à l'encontre de nos envies. Et il faut apprendre à se dire non, j'ai envie d'investir, mais là, ce truc-là, je peux pas l'ignorer, j'arrête. Très très difficile à faire. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs se plantent. Je rebondirai sur ce que tu as dit. Des fois, on est entouré de cons. Mais je te dirais que là aussi, c'est encore notre faute. C'est parce qu'on l'a bien voulu. Mais oui, parce qu'on a l'incapacité de les repérer à temps, ou de vouloir les voir pour ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que dans la vie, on finit toujours par trier les amis au bout d'un moment, parce qu'on se rend compte que ce sont pas des amis ou qu'ils n'ont pas les compétences que l'on veut chez des amis qu'on veut proches. Et c'est difficile parce qu'on a de l'émotion, on a de l'historique, etc. Bon bref, ça fait partie des choses qu'on apprend dans la vie. Et ça, donc une crise m'a permis par la lecture d'en apprendre beaucoup sur la psychologie, donc sur moi-même, et donc de changer. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est de changer par itération. Alors il y a des gens qui me trouvent, ils me disent mais avant t'étais plus sympa, t'étais mieux, maintenant t'es con,
Et voilà, c'est normal, on est tous le con à un moment de quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Mais d'autres se sont rapprochés, et puis la vie est complexe, et même dans le cadre familial, parfois on est étonné de voir à quel point on peut se distancier même des gens qu'on aime par-dessus tout. Et c'est nécessaire. Mais c'est le travail d'introspection, c'est aussi probablement le QI à 3 chiffres qui fait ça. Parce que c'est sûr que je connais des gens de QI à 2 chiffres, ça ils sont pas capables. Mais bon, c'est comme ça. Il y a les humains, puis il y a les entrepreneurs. Je le reconnais un vrai con, tu vois. Je vais pas finir. Dans le sens où il a... Je veux dire les pitécanthropes. Oui, un pitécanthrope, un vrai crétin. C'est quelqu'un qui a les réponses, mais il n'a pas les questions, tu vois. Il s'est pas posé la question, par contre, il a la réponse. Il te le dit, lui. Il s'est pas posé la question, mais il te la donne, la réponse. Et ça, en général, c'est comme ça que je sais reconnaître un vrai crétin. Tu sais que je parle, ou tu le sais pas, mais je le fais, je parle beaucoup de liberté géographique. C'est-à-dire la possibilité d'habiter où on veut, pas forcément d'habiter à l'autre bout du monde. Et je trouve que tu es un superbe exemple de cela. C'est-à-dire que tu es libre géographiquement. Tu pouvais vivre où tu voulais. Et tu as fait le choix de rester dans quelque part ton pays. On peut dire que la Suisse est ton pays. Mais ta liberté géographique, tu l'as mise en œuvre comme si tu étais allé vivre à Kuala Lumpur. T'en parlais tout à l'heure. Quels ont été les moyens? Moi, je le sais, bien sûr, mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Quels ont été les moyens que toi, tu as mis en œuvre pour pouvoir être libre géographiquement, pour te dire je vis où je veux? Bon, alors en préambule, je dirais que d'abord, il y a une notion de liberté qui est délicate à définir, parce que souvent, la liberté, c'est soit une illusion, soit c'est une sorte de peinture que l'on donne à une prison dans laquelle on est ou que l'on construit autour de soi. Liberté même le fait d'avoir choisi, par exemple, géographique. Si on par exemple, dans mon cas, j'ai acheté cette ferme. D'un côté, c'est un choix libre de dire j'ai envie de vivre ici, mais d'un autre côté, tu t'enracines forcément et tu es, d'un point de vue financier, bloqué parce qu'il y a une valeur qui est mise dans le bâtiment qui fait que c'est pas simple de dire si demain je voulais venir vivre, je sais pas, à Smolensk ou Minsk ou Brest, c'est en Biélorussie, Brest. Entre autres. À Brest-Litovsk. Eh bien, je peux pas partir comme ça. Il faudrait que d'abord je vende la ferme, bon. Donc, ça fait partie des contraintes qu'on s'impose. Alors, dans le spectre, il y a celui qui est esclave à un extrême. Et l'esclave aujourd'hui, c'est pas forcément la nounou philippine d'une famille saoudienne à Riyad. C'est un employé de bureau du tertiaire qui s'est endetté pour acheter une petite maison pavillonnaire à 1h30 de son lieu de travail et qui tous les matins doit faire son 1h30 de travail, va travailler pour des chefs qui peuvent l'humilier et lui faire chier comme ils veulent parce qu'il peut rien faire, il est absolument obligé d'avoir son salaire, qui perd à 50% volé par l'État, et ce qui reste, s'il lui reste des économies, il doit payer sa maison pendant encore 20 ans, 30 ans, pour pouvoir un jour peut-être prendre sa retraite à La Baule ou à Deauville ou à je ne sais pas où, ou à Marrakech. Et ça c'est de l'esclavage en fait, parce qu'il est accroché, il est lié, etc. À l'autre extrême, vous avez soit des gens très fortunés qui s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent. Quand il y a du Covid, ils prennent l'avion privé, il n'y a pas de contrôle de passeport, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de passe sanitaire, ils en ont rien à branler, ils font ce qu'ils veulent. Ou qui ont une capacité, alors j'en ai rencontré quelques-uns en Suisse, ce gens tout à fait qui travaillent comme consultants, qui sont totalement sans patron, sans liberté autre que la contrainte de devoir gagner leur vie, mais qui sont dans le mode de vie extrêmement simple. Genre, je connais un, il ne vit que dans des hôtels. Sa vie, c'est 2 valises. Une valise, un petit sac à dos. Et en fait, il se balade. Alors évidemment, il n'a pas de famille, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Mais c'est vrai que si demain il décide d'aller vivre à Kuala Lumpur, ou à Johannesburg, ou à Buenos Aires, il va le faire. Et depuis là-bas, il est sur Internet, il peut travailler. Donc,
c'est assez séduisant comme mode de vie, de n'avoir pas d'attache, pas de lien, autre qu'avec ses amis sur Internet, etc. Donc ça chaque extrémité de ce spectre, évidemment, a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que l'esclave, parce qu'il faut pas sous-estimer les qualités, l'avantage de l'esclavage pour l'esclave, c'est qu'il y a en tout cas, normalement, il y a de la prédictibilité. Tous les jours, il va se faire chier 1h30 à l'aller et au soir. Tout la fin du mois, il va toucher ses 3 000 € de salaire. Quand il va rentrer, il sait qu'il va pas baiser sa femme. Sa vie est parfaitement, parce qu'aucune femme aime un esclave salarié du tertiaire. Elle peut vivre avec, faire une famille parce que il y a une sécurité qui va avec, et puis bon, pourquoi pas. Mais puis parce que bon, voilà, une top modèle biélorusse, ou même une fille sympa. Moi, j'étais la dernière biélorusse que j'ai rencontrée, mais en tout bien, tout honneur, parce que j'étais avec ma fiancée. C'était à Courmayeur en Italie, près du Mont Blanc. Elle était là en train de faire le trekking des Alpes autour. C'était une fille d'1m80 absolument magnifique. Bon. Et on voyait qu'elle avait une gentillesse dans les yeux et dans le truc. C'était pas la nana qui cherchait l'oligarque. Mais il y en a qui cherchent l'oligarque. Bon, c'est pas l'esclave du tertiaire. À l'opposé inverse, l'oligarque, lui, il sait que personne l'aime. Donc lui, il a des problèmes psychologiques. Parce que qui peut aimer quelqu'un qui est un milliardaire? Il y a toujours un intérêt. D'autres milliardaires. Et donc, voilà, alors peut-être d'autres milliardaires, mais c'est pas facile. C'est un autre problématique. Et quant à la personne minimaliste, à l'autre extrême de ce spectre, eh bien peut-être que lui ou elle, son problème, c'est que nous avons besoin de liens humains forts et durables. Et que l'amitié par Internet, ça va un moment, mais on a besoin de se voir. On a besoin, tu vois, on est en Méditerranée, on a l'image qu'a repris Astérix dans plein de fois, des petits vieux à la sortie du village, assis sur un banc, qui regardent passer les gens, qui commentent et qui savent qui a épousé qui est le fils de qui est le cousin de qui, parce que ça te rattache à des milliers d'années d'histoire et ça te projette dans le futur. L'être humain, il a besoin de ça. Et en étant un nomade digital, je sais pas si ça c'est jouable. En tout cas, en ce moment, je suis dans une phase où je continue à m'enraciner dans cette région, mais avec ma fiancée qui est quand même plus jeune que moi, on aime de temps en temps se faire des escapades pour 3, 4, 5 jours, et donc ça me rappelle mes voyages de quand j'étais plus jeune, où on va 3-4 jours dans une région en Europe, ou plutôt en voiture, pas tellement en avion, parce qu'on voudrait pouvoir rentrer assez vite, au cas où. Mais voilà, donc j'essaie de ménager un peu les deux. Alors pour moi, je n'ai jamais été partisan du nomadisme, parce que moi ça me parle pas. Moi j'ai pas envie de changer de pays toutes les semaines, ni même tous les mois, ni même tous les 3 mois d'ailleurs. J'ai vécu dans des endroits au moins 1 an, tu vois. Et si je suis parti au bout d'1 an, en général, c'est parce que ça me convenait pas ou plus. Ce que j'entends par liberté géographique, c'est le fait d'avoir le choix. T'as le choix de vivre en Suisse, ou t'aurais le choix de vivre à Kuala Lumpur. Pas de vivre avec ta vie dans un sac à dos, tu vois. C'est plus cette idée-là. T'as le choix du pays dans lequel tu vas vivre, dans lequel tu vas t'enraciner. C'est plus dans cette idée-là. Et aujourd'hui, dans ton cas, mais moi, la solution, tu la connais, j'ai pas besoin que je te la dise, hein, mais c'est sûr que demain, tu donnes les clés de ta ferme à un agent immobilier, tu lui dis, tu me la vends, et tu t'en vas, parce que tu peux gagner ta vie depuis n'importe où dans le monde, et tu pourras subvenir aux besoins des tiens. C'est ça, pour moi, ta liberté géographique. C'est pas celle de vivre avec un sac à dos et de changer de pays tout le temps, c'est ça, en fait. Et ma question était... Oui, alors certainement, ça c'est une réalité du fait, qui est personnelle parce que j'ai investi dans cette maison et qu'elle est à moi. Enfin, l'État se rappelle à moi tous les ans avec un petit peu d'impôt foncier pour se rappeler qu'en fait c'est pas tout à fait à moi. Important. Et que malgré ma liberté, je suis encore un tout petit peu esclave du pays dans lequel je vis, ce qui m'agace très fortement. Mais bon, parfois on doit faire des compromis dans la vie. Je suis pas un intégriste. Je suis un Italien à la base, hein, donc les Italiens on s'arrange. Donc si l'État il vient me voler 2 000 € par an
pour être dans cet endroit, ben voilà. On a tous des arrangements à faire à un moment, de toute façon, et voilà. Mais c'est vrai que cette liberté géographique, elle nécessite de la préparation et du travail également, parce que c'est pas facile. Et d'ailleurs, les 3/4 de la population du monde alors qu'ils devraient fuir, ces pauvres fous, veulent venir vivre en Europe, ils sont fous. Voilà, on voit les efforts qu'ils font, parce qu'il faut leur laisser ça, à travailler avec des mafieux, des passeurs, ils sont obligés de tailler des pipes, enfin bref, c'est l'horreur. Ils arrivent en Europe, alors oui, certes, ils touchent 2000 € par mois, ils touchent un téléphone, ils touchent le wifi gratuit, ils touchent des appartements, ils sont logés, etc., etc., mais aucune dignité, ils peuvent pas travailler, ils veulent pas travailler non plus. Bref, il y a toute une vie de merde qui leur est promise, et la réalité, c'est quand tu poses la question, ils veulent tous s'en aller. Mais évidemment, c'est le rêve de venir en Europe, et on fait bouger des millions tous les ans. Tu sais, moi, je suis voilà. Alors maintenant, moins. Mais tu en parles, et les premiers temps, j'étais... quand des immigrés nord-africains, africains installés en France, par exemple, francophones, me contactent pour me dire « Simon, j'ai suivi ta vidéo, j'aimerais bien fuir la France. » Le type. Tu vois, quand c'est les immigrés qui veulent fuir le pays, tu comprends que ça commence à craindre. Oui. Alors évidemment, moi, je leur conseille pas d'aller en Europe de l'Est. Et il faut amis africains et nord-africains qui vivaient en Europe, n'allez pas en Europe de l'Est. Rentrez dans vos pays d'origine, votre avenir est là-bas, et ça se fera bien. Mais je n'ai aucune haine, hein, ni aucun. Voilà, il y a des personnes individuelles qui font des trucs bien, d'autres qui font des trucs moins bien. Ça, c'est une réalité. Mais structurellement, moi, je suis pour la liberté, que chacun aille où il veut. Mais en revanche, qu'ils se débrouillent. Parce qu'aller dans un endroit et vivre de la mendicité, de la mendicité très opulente, parce qu'aujourd'hui, un clandestin, il vit mieux qu'un Européen de souche. De toute façon, en moyenne, ça, c'est un problème qui est en fait structurel de la politique, etc. Ce n'est pas un problème dû à l'individu qui fait ce travail. Donc je n'ai pas de haine ni de. Bon, après j'ai aussi ça c'est ce que me disent mes amis qui habitent en France, me disent oui mais toi tu t'es jamais fait agresser. Ben ouais, enfin si, ça m'est arrivé. Parfois j'ai gagné, parfois j'ai perdu, mais vu mon physique, je fais quand même 1m85, 120 kilos. Bah on me fait pas chier en fait dans la rue. Puis bon, j'ai appris à me battre à force aussi. Donc je suis biaisé. On a tous la particularité. Là, je dois retourner à Paris fin mars. Alors après, j'ai des compétences. Hein. On va pas, je me balade pas à 3h du matin autour de la gare de Lyon ou à la gare du Nord avec un panneau en disant je déteste les Noirs accroché sur moi ou un truc comme ça à la John Will, à Bruce Willis dans Die Hard 3. Là. Mais bref, on fait attention. On a un côté logique, on a une vision périphérique, on est habillé d'une certaine manière quand on va en ville. On est l'homme gris, on est capable de se camoufler. Enfin, normalement, si tu as de l'intelligence urbaine aussi, que j'ai eu, hein, que j'ai gardé, quand je vais dans une ville, on fait attention. Et comme j'ai dit, ça m'est arrivé de me faire agresser en Grèce, là j'ai gagné, en Chine, là j'ai perdu. Où est-ce que je me suis fait agresser encore ? Mais en général, voilà, je dirais que 2 fois j'ai gagné, 2 fois j'ai perdu. Mais j'ai pas perdu beaucoup, ça va, je suis encore là. Et les fois où j'ai gagné, c'est que ils sont restés bredouilles et ils ont rien pu faire. Mais voilà, je suis parti de nouveau en tangente, mais cette liberté de géographie, elle est à mon avis importante aujourd'hui. Et il se peut, que il y a une période dans le monde où on pouvait voyager comme on voulait, mais on avait le risque de se faire trucider là où on arrivait. Tu arrivais dans un endroit où on t'aimait pas, on te tuait. Puis il y a une période où on a dit non mais maintenant on peut voyager, mais vous devez vous débrouiller. Et puis il y a eu cette période où il y a eu les droits. Maintenant, tu arrives quelque part, tu as des droits. Tu as plus de droits que les autres. Mais cette période, elle est en train de se refermer. Si on prend l'exemple des pays de l'Est,
on est en train de voir, moi je le vois parce que je suis très présent dans certains pays de l'Est, financièrement, physiquement, je vois que cette fenêtre se referme. Tu parlais tout à l'heure de Français d'origine non européenne qui voudraient partir de France, je les comprends, et certains vont vers les pays de l'Est. C'est pour ça que je disais n'y allez pas. Et j'en vois arriver en Hongrie, par exemple, ou en Roumanie. Alors déjà, ils s'entendent dire, non mais toi, t'es pas français. Déjà, ils se le font dire toute la journée quand ils disent, mais vous êtes d'où? Le mec dit, je suis français. Et le mec le regarde et dit, non, t'es pas français. Et le mec dit, si, regardez, j'ai mon passeport. Et le mec, il rigole et il te dit, non, ça c'est ton passeport, mais t'es pas français. Et ils le font très vite comprendre que déjà les Français limitent, mais alors toi, t'as intérêt à être, t'as pas droit à l'erreur. À la moindre incartade, et tu sais comment ça se passe. C'est pas des expulsions gentilles. C'est brutal dans ces pays quand ça se passe mal. Avec les voyous, un voyou qui se comporte mal dans ces pays, déjà si l'Européen ça se passe mal, mais si en plus il n'est pas d'origine européenne et que ça se voit, non, c'est pas possible. Et c'était comme ça. Et donc cette fenêtre se referme parce que justement ils assimilent. Regarde ce qui se passe en Thaïlande avec les visas. Cette fenêtre se referme où bientôt on ne pourra plus quitter aussi facilement et on ne pourra plus être aussi libre géographiquement. Donc les gens qui veulent partir, ils ont peut-être pas beaucoup de temps devant eux pour le faire. C'est peut-être maintenant qu'il faut commencer à réfléchir sérieusement. C'est la liberté de circulation qu'on a connue, elle est en train de se refermer. Je sais pas ce que t'en penses, mais je sens. Tu vois, si tu regardes sur les 3 dernières années, on remonte à février 2020 et on arrive aujourd'hui. Regarde nos libertés de déplacement, comment elles ont été réduites. À un moment, elles ont été réduites à néant. Tu pouvais même pas sortir de chez toi. C'est dire à quel point tu pouvais pas te déplacer. Donc, c'est clair. Ah non, jusque-là, l'histoire donne raison aux écrits de Piero San Giorgio. Jusque-là, oui. Les capitaux. Le blocage des capitaux, moi je l'ai connu quand j'étais gamin, où on pouvait pas quitter l'Italie avec de l'argent. Les lires, tu pouvais pas les amener en Suisse, c'était interdit. Tu avais droit à 200 €, quoi, l'équivalent. Mais si tu venais avec 1000 balles, 2000 balles et qu'ils te chopaient à la frontière, c'était pénal, c'était punissable. Il y avait un contrôle d'échange, tu ne pouvais pas faire de transfert d'argent d'une banque italienne à une banque suisse, et très difficilement d'une banque française à une banque italienne, etc. De la même manière qu'aujourd'hui, moi j'ai une petite société en Russie, eh bien, pour transférer des sous, d'ailleurs c'est même pas possible, je sais même plus, pour transférer des sous d'un côté à l'autre ou inversement, pour me faire payer mes dividendes de la Russie à la Suisse, c'est pas possible. Avec ma banque, on a dit bon, on arrête, on va garder les sous séparés, on verra bien comment ça évolue. C'est pas impossible. On peut, par l'intermédiaire de banques en Asie ou dans les pays arabes, etc. Mais c'est juste, voilà, ça c'est nouveau. Il y a 2 ans, je transférais 50 000 € en Russie, ensuite ils m'ont renvoyé 1000, 2000, 10 000, aucun problème, ça se faisait comme ça. Maintenant c'est plus possible. Le transfert des personnes est moins facile. Je pense pas que moi si je dois aller en Russie, je passe par Istanbul, bien sûr, aujourd'hui. Peut-être je pourrais passer par Helsinki. Je suis pas sûr que si par le poste frontière de Brest, en bagnole, il soit aussi facile qu'avant. Certainement, ça deviendra de plus en plus compliqué. Il est plus compliqué qu'avant parce que tu vas avoir des heures et des heures de queue, tu vois. Voilà, oui, c'est plus compliqué qu'avant. Toute façon, je pense, et je te rejoins totalement, il est temps de mettre en place des vraies solutions pérennes pour l'avenir. Tu parlais de contrôle d'échange, tu parlais de contrôle des retraits, de limitation des mouvements financiers. Bon, aujourd'hui, il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle les cryptos. C'est le seul moyen pratique. Je sais qu'il y a l'or. Mais pour moi, c'est le meilleur moyen en pratique pour posséder son argent et pour le posséder n'importe où dans le monde. Parce que il est dans la blockchain. Personne ne peut te dire tu le touches pas, tu le transfères pas, tu le retires ou tu le retires pas. C'est aujourd'hui quelque chose qui est extraordinaire. Et je pense que peu de gens en ont conscience. Ils ne voient ça comme un outil spéculatif. Qu'il peut être, mais on peut spéculer sur le blé si on veut. Hein. Pour autant, le blé, ça a une autre utilité que la spéculation. Les cryptos, c'est pareil. Les cryptos, pour un homme qui veut vivre libre et qui veut maintenir sa liberté dans l'avenir, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut impérativement se pencher.
Complètement d'accord. Pour finir, Absolument. et là, je sais pour avoir lu certains de tes bouquins, un en particulier qui m'a beaucoup touché, qui était ton bouquin qui s'appelle Giuseppe. Alors, déjà, je suis un fan de récits initiatiques. Et puis voilà, celui-là me parlait pour des raisons familiales et des raisons d'origine, il me parlait d'autant plus que d'autres. Alors, on a pour tradition sur cette chaîne, quand on a des invités, de leur demander des recommandations de livres, parce que moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire quand on me dit, c'est Simon, il y a un livre que tu as besoin de lire. Dans ta situation, tu dois lire ce livre-là. Un livre, ça peut changer une vie. Tu vois, tu conseilles à quelqu'un le bon livre au bon moment de sa vie, tu peux changer sa vie. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Et franchement, alors je suis vraiment content de t'avoir là à plusieurs titres, mais celui-là, à titre strictement personnel, conseille-nous des livres qui peuvent changer une vie, des livres qui, toi, t'ont peut-être amené à changer des choses dans ta façon de faire, de vivre, de penser. À brûle pour point, je vais devoir y réfléchir un petit peu. C'est vrai que, alors merci beaucoup pour ton commentaire sur Giuseppe, parce que c'est un livre. Alors, on sait que les romans se vendent moins que les essais. Il n'a pas le succès qu'ont eu mes autres livres, mais c'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup de cœur. D'abord, c'est un roman et pas un essai, donc avec un style complètement différent que mes autres livres. C'est une histoire vraie, un peu romancée, mais c'est une histoire réelle dans une époque difficile. Je pense que celui qui sait lire le livre, il voit qu'il y a des messages d'amour de la liberté dans une période où il n'y en avait pas beaucoup. Les guerres, ce sont malheureusement des moments où les libertés sont détruites, sont éliminées, peut-être de manière permanente parfois. Et souvent, évidemment, les guerres sont, pas même souvent, toujours, les guerres sont tragiques. Tragiques surtout pour les victimes, pas pour ceux qui les font en général. C'est clair. Mais enfin, quoique. En Allemagne et en Italie, ceux qui ont fait la guerre, et ceux qui ont déclenché les guerres, ils ont mal fini. Mais bon, c'est comme ça. Les livres sont évidemment une partie très importante dans ma vie. J'en lis énormément. Je m'arrache les quelques poils de cheveux qui me restent lorsque je vois que mes enfants ont pas cette passion. Mais bon, c'est comme ça. Ils lisent, mais pas du tout avec la quantité que j'ai lu. Alors je vais donner quelques livres, pour nos lecteurs peut-être les plus jeunes. Des livres qui m'ont beaucoup touché quand j'étais gamin. Je devais lire ça quand j'avais 9-10 ans. C'est la série des Marcel Pagnol, la gloire de mon père, le château de ma mère. Et ensuite, il y avait, je crois, le temps des secrets. Et il y en avait encore un autre, je crois que c'était le temps des amours. Mais en tout cas, les deux premiers, ce sont des livres très touchants, très avec beaucoup d'émotion et d'humour, qui nous plongent aussi dans Marseille, Aubagne et l'arrière-pays de cette région. Il y a maintenant plus d'un siècle, puisque ce sont des livres qui se passent en 1910 et qui sont très touchants. Donc, ce sont des livres en plus très faciles à lire, accessibles, et qui nous montrent un autre monde, mais qui a quand même des liens encore avec le nôtre, mais qui sont très touchants. Donc, des livres à lire. C'est marrant parce qu'on les lit plus aujourd'hui à l'école. Je vois les gamins à l'école, ce sont des livres, c'était les premiers livres qu'on devait lire à la maison comme travail quand on avait 8, 9, 10 ans. Et aujourd'hui, à cet âge-là, ils lisent, je sais pas, alors moi, à l'école, mes gamins, ils sont tous passés par le journal d'Anne Frank, qui est même pas un auteur français, c'est un auteur hollandais, le père d'Anne Frank. Et bref, je vois pas le rapport avec la littérature française, mais enfin bon. Donc voilà, ça c'était un livre qui était sympa. Et pour rester dans la jeunesse, et ensuite je donnerai un troisième exemple que j'ai là devant moi, Malraux. Ah, oui. Pour les jeunes, pour les adolescents, un livre que j'ai trouvé sympa, déjà beaucoup plus difficile à lire, mais accessible quand même si tu as un cerveau normal à 15-16 ans. La condition humaine, qui se passe en Chine.
pendant la révolte enfin pendant la guerre du Kuomintang contre les communistes chinois. Alors Malraux est une pourriture communiste, c'est comme ça. Mais il écrit bien, il est bien intelligent, et donc il dans ce livre il nous donne des vérités très très importantes sur la nature humaine dans un contexte d'aventure, parce que il y a quand même des intrigues, des assassinats, et puis une communauté française à Shanghai complètement un peu comme celle de Paris encore aujourd'hui, qui est complètement décadente, qui vit au crochet qui profite de la populace, quoi. Ça n'a pas changé, mais avant c'était à Shanghai, maintenant c'est à Paris, donc les taux se resserrent. Ça se rapproche. Donc ça c'est pas mal. Et puis ouais, ensuite un livre rigolo à lire, 2 livres rigolos à lire. Un pour aussi comprendre justement les élites d'aujourd'hui, je conseille de lire 99 francs de Frédéric Beigbeder. Il est très amusant. Je viens de montrer le film. Je viens de montrer le film à mes gosses qui ont beaucoup aimé et qui ont compris que la cocaïne c'est mal. En regardant le film, Jean Dujardin est parfait dans ce excellent film de Yann Kounen. Un peu inégal qu'Yann Kounen, mais là il a bien réussi son coup. Et puis dernier livre, je vais conseiller celui-ci que je vais relire bientôt, mais que j'avais lu, et c'est un livre d'histoire fascinant mais méconnu. Je sais pas si on le voit sûrement à l'envers, alors là c'est la version, c'est un livre de pirate. L'auteur est Edward Kritzler. Donc on peut pas l'accuser de quoi que ce soit, et c'est Les Pirates Juifs des Caraïbes. Eh ben celui-là, je ne l'ai pas lu, tu vois, et là je suis content. C'est un livre qui nous explique qu'en fait la majorité des pirates qui commettaient des trucs atroces, qui massacraient tout le monde, qui adoraient l'or, etc. En fait, étaient juifs. Et c'était des juifs espagnols pour la plupart. Voilà. Non, mais au contraire. Attends, il s'appelle Kritzler, le mec. Il est au-dessus de tout soupçon. Et Georges l'avait lu. C'est un livre très élogieux, en fait. En fait, qui explique que c'était une vengeance pour avoir été chassé d'Espagne. Et que beaucoup, en fait, se sont convertis au catholicisme faussement, mais qui sont devenus des pirates dans les Caraïbes. Ils sont partis aux Amériques parce que, voilà. Beaucoup, c'est parce qu'ils faisaient du commerce d'esclaves. Mais en fait, très vite, ils sont devenus, en fait, ils sont vengés de l'Espagne qui les a chassés. Et donc, du point de vue de l'auteur, c'est très bien. Et c'est génial. Et il montre que les mecs, ils parlaient hébreu. Les types, en fait, on s'imagine à l'abordage, en fait, ils parlaient hébreu, ils parlaient pas espagnol. C'est un livre extrêmement drôle. Et parce qu'il parle alors évidemment tout le monde s'arnaque dans ce monde-là, c'est des pirates quand même, hein, c'est pas. Et puis on voit à quel point ils essaient quand même de revendre les pillages qu'ils faisaient aux banquiers qui étaient restés en Espagne. Enfin, c'est un livre extraordinaire à lire, pas du tout anti-juif. Hein, il est tout à fait, il est tout à fait bien. Donc on n'aura pas de problème avec les oligarques. C'est un super livre. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès dans le monde anglo-saxon. Il a une quinzaine d'années, ce livre. Il est, ça c'est la première édition. Il est vraiment bien. Voilà. Un livre d'histoire, des livres de littérature. Allez, pour les jeunes, les moins jeunes. J'étais là et je continue, je force un peu la mule. Allez. Ton roman initiatique préféré? Alors, initiatique, le seul qui me vient à l'esprit comme ça, à brûle pour point, c'est Orage d'acier de Ernst Junger, par exemple. Parce que, clairement, alors, d'abord, je pense que c'est son meilleur livre, parce que c'est celui où il écrit, il est encore très jeune, donc il n'a pas encore développé un style, il est très connu pour un style très, avec beaucoup de fioriture, il écrit très bien, mais c'est chiant. C'est très bien ce qu'il dit. D'ailleurs, ses livres sont extraordinaires, mais c'est chiant. Il en a écrit beaucoup, en plus. Mais alors, Orage d'acier, il a écrit quand il avait 19 ans. Le mec, il s'est tapé 3 ans et demi de la Première Guerre mondiale dans les tranchées du côté allemand, bien sûr. Et il a fini dans les troupes de choc, les Stoßtruppen, les troupes d'assaut, qui, en 1918, ont mené, c'était le fer de lance de l'offensive allemande de Kaiserschlacht de avril 1918. Et donc, il explique comment les types, ils avançaient, en gros,
ils se faisaient pas chier. T'avais un mec derrière qui portait une mitrailleuse, et les autres, ils avançaient en tirant des grenades, et ils avaient des couteaux. Donc ils avaient un couteau dans la main, des grenades dans l'autre, et ils arrivaient dans les tranchées, et ils massacraient tout le monde au corps à corps pour avancer, pour essayer de percer, parce qu'ils en avaient marre d'être dans ces putains de tranchées, et qu'il fallait faire cette offensive de manière très particulière. Et évidemment, le livre nous parle de ça, mais il nous parle surtout de comment un gamin de 17, 18, 19 ans, il est transformé par l'expérience de la guerre. D'ailleurs, il a écrit un autre livre, Junger, qui s'appelle La guerre comme expérience intérieure, qui est un bon livre à lire aussi, et qui nous montre en fait, et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans 99 francs de Bec BD, tu vas me dire quel est le lien, tu vas voir. Parce qu'en fait, quand tu parles d'un sujet, tu dois toujours, en tant qu'écrivain, parler de tous les aspects. Quand dans 99 francs, et je montrais ça aux gamins, je dis, tu sais pourquoi je te vois ce film, au-delà de l'histoire? Parce que je veux te montrer les mauvais côtés de la drogue, donc en l'occurrence les jet-setters dans la pub internationale qui sont bourrés à la cocaïne du matin au soir. Mais ce film, il n'occulte pas l'aspect sympathique de la drogue. C'est-à-dire que pendant un certain temps, c'est l'éclate, tu t'es créatif, mais après, c'est la descente. Et la guerre, on a tendance à voir l'aspect, surtout les films récents, tu sais, Saving Private Ryan, Stalingrad, Enemy at the Gates, etc. Ils nous montrent les aspects brutaux et violents, et c'est tout à fait juste, et c'est important de montrer l'aspect horrible de la guerre. Mais dans ce livre, d'Ernst Junger, tout comme dans les anciens films de John Wayne, etc., on nous montre aussi l'aspect de la camaraderie, l'aspect positif, l'aspect de création d'équipe, l'aspect où on crée une tribu en réalité. Alors évidemment c'est dans le drame parce qu'il y a toujours des gens qui meurent. Si on prend par exemple aujourd'hui Netflix a sorti une nouvelle adaptation de À l'Ouest rien de nouveau de Heinrich Marie Remarque, qui est un auteur allemand qui a aussi écrit un livre. Lui, alors c'était très 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 anti-guerre et j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais en fait, je suis très je suis très pacifiste. Je suis pas non violent, mais je suis très pacifiste. Eh bien, on voit l'horreur de la guerre et à la fin tout le monde meurt dans ce film. Donc tous les personnages finissent par mourir à la fin du film. Mais dans ce livre de Ernst Junger, on voit cette camaraderie, on voit cette violence, on voit ces attaques où il faut être inconscient pour se lancer comme ça au crépuscule ou au matin on tire des grenades, on court dans la tranchée adverse, on sait pas, on peut tomber dedans et se faire tuer, hein, et les mecs ils y vont, etc. C'est aussi parce qu'on est jeune, c'est pas des hommes de 40 ans qui mènent les guerres, hein, ce sont des jeunes, l'infanterie c'est des gosses de 20 ans qui ont pas encore le cerveau qui est tout à fait fini, et qui se rendent pas compte des conneries qu'ils sont en train de faire et des risques qu'ils prennent. Mais enfin, c'est un livre à lire, c'est un livre initiatique très très touchant, poignant, et je le relis avec l'âge et maintenant je vois l'histoire d'un de mes enfants dedans. Avant, quand je l'ai lu la première fois, je pouvais m'identifier au personnage. Maintenant, quand je relis, je me dis oh putain, j'espère que mes gosses ils vont jamais finir dans une guerre comme ça parce que c'est violent, c'est dur. Après, c'est pas moi qui choisis, hein. Mais et j'espère que ce seront eux qui choisissent, parce que c'est comme je donne un bon film dans le même thème, et après j'arrête parce que si tu me lances sur la culture, je suis parti pendant 3 heures. Un film qui ressemble à ça, et qui est un très très bon film, je sais pas s'il a eu beaucoup de succès, mais qui s'appelle Légende d'automne. C'est un film avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond et Aidan Quinn notamment, où on suit une famille qui s'installe au Montana depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 1940 à peu près, et on voit évoluer cette famille dans les années 10, pendant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, pendant la Prohibition. C'est un film magnifique, c'est une fresque en plus qui dure pas 3 heures. Donc alors je sais pas s'il y a un livre, sûrement il doit y avoir un livre qui va avec, mais le film est génial. Il est superbe, c'est clair. Pour terminer, j'aimerais que tu nous parles de tes projets actuels, de tes projets futurs. On sait ce que tu as fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu nous prépares de nouveau? Dis pas rien. Non, je fais beaucoup de choses. Alors là, je suis en train de terminer
un livre qui sera en 2 tomes. Donc là, j'essaie de terminer le tome 1 d'ici juin pour qu'il puisse sortir en septembre. Et je pense que je vais y arriver là ce coup-ci, c'est un livre qui gère sur la peur. Alors je sais pas si le titre va être Peur, tome 1. Et puis le tome 1, c'est comment on gère, qu'est-ce que la peur et comment on la gère d'un point de vue philosophique, intellectuel et comportemental. Dans le tome 2, ce sera comment on la gère d'un point de vue plus physique. Parce que les 2 choses vont ensemble, mais sauf que je peux pas faire un livre de 1000 pages, je suis obligé d'en faire 2. Et donc c'est un projet qui aboutit après 6 ans de travail, de recherche, de lecture, d'interviews, de neurochirurgiens, des mecs qui connaissent tout du fonctionnement des types qui ont survécu à des trucs de dingue. Enfin bref, c'est un livre passionnant qui va j'espère plaire et que j'espère sortir le tome 1 c'est à la fin de l'été. Et ça, c'est un projet énorme. Sinon, je travaille, maintenant, c'est bientôt le printemps. Enfin, c'est quasiment le printemps. En Russie, c'est aujourd'hui le printemps. Vous fêtez le 1er mars, je crois. En Biélorussie aussi. Dimanche dernier, là. Ouais. Fin février. Vous êtes un peu décalé dans ce genre de choses, mais c'est bien. Oublie pas, hein, dans quelques jours, c'est la fête des femmes, hein. Il faut pas Oula, tu oublies, c'est bon. Et, le 8 mars. Ouais. C'est clair. Et donc là, c'est la saison qui commence. C'est-à-dire que, tu sais, quand on s'enracine, on vit aussi avec les saisons. Donc maintenant, ce sont les semis que je commence à faire à l'intérieur. Le matin, là, je fais 2-3 semis. J'arrose mes plantes à l'intérieur pour pouvoir les sortir bientôt, les planter. C'est le moment de planter les pommes de terre qui commencent à germer dans le jardin pour avoir la récolte de cet été, de cet automne. Donc le cycle de la nature m'oblige à travailler quand même le jardin. Et puis, on profite de la vie. Je vois mes enfants, je les vois grandir. Peut-être avec ma fiancée, on fera un 5e. On verra si ça vient. Et bref, la vie continue. Donc, je risque pas de m'ennuyer ces prochaines années. Et puis, on attend toujours la libération de l'Europe de l'Ouest par les chars, j'allais dire soviétiques, par les chars de l'armée rouge, mais ça traîne un peu. Hein. Franchement, tu devrais leur dire, dépêchez-vous. Hein. Pourtant, ils sont nombreux à s'en inquiéter en France, tu sais. Mais je sors, je sors de ta description en me disant que tu as une chouette vie, voilà, et que franchement, à ton âge, qui est pas très très éloigné du mien, tu vois, j'ai jamais pensé à ce genre de vie, mais quand tu m'en parles, je me dis que il y a du sens là-dedans, tu vois, il y a un sens concret, quotidien. T'as tes activités sur Internet, t'as tes activités d'écrivain, et tu as ce contact direct avec la réalité des choses du quotidien. Et je crois que quand on prend de l'âge, autant à 20 ans, tu m'aurais dit je plante mon jardin, je t'aurais dit putain le pauvre. Autant quand on commence à mûrir, il est sain, en tout cas ça commence à faire sens de vouloir se rapprocher de choses vraies en fait, que celles qui ont fait vivre nos ancêtres dans une vie normale, en fait, pendant des millénaires et bien plus encore. Oui. C'est si on remonte même à l'époque romaine, c'était courant. Bon, alors, évidemment, c'était des gens fortunés qui avaient leur maison à la campagne. On pense à Cicéron ou Sénèque qui avaient leur jardin et qui le faisaient faire par d'autres, hein, évidemment. Mais enfin, qui aimaient bien être là avec leurs esclaves autour d'eux, et Cicéron écrit à l'époque, évidemment, c'était le conseiller de Néron. À la fin, il a été obligé de se suicider, mais enfin, il voulait rester dans sa ville, dans sa villa, je veux dire, et pas aller à Rome, parce que s'il savait que loin du pouvoir, il était tranquille et il pouvait faire ce qu'il voulait. On l'a appelé à Rome et ça lui a coûté sa vie. Voilà. C'est vieux comme le monde. Ou Cincinnatus, ce général de la période républicaine de Rome, qui, on lui dit deviens roi, et il dit non, je préfère retourner m'occuper de mes champs et de mes cultures. Il y a un âge où, si on n'a pas cette ambition folle, qu'on ne comprend pas à 20 ans. À 20 ans, on est immortel. Et à 20 ans, on veut conquérir le monde. Et c'est normal, parce que si tu ne veux pas conquérir le monde à 20 ans, t'auras pas de gonzesse. Ou alors t'auras les moches. Il faut vouloir conquérir, il faut être ambitieux pour devenir quelqu'un.
pour se prouver à soi-même qu'on est un homme. Tu vois, les femmes n'ont pas besoin de ça puisque elles se prouvent, elles ont une part d'immortalité par leurs enfants. Les enfants, elles sortent de elles. Elles savent que c'est qu'être immortel puisqu'ils voient leurs enfants. Nous, ok, les enfants, bon, bah, c'est très bien, on les aime bien et tout, mais nous, on doit s'accomplir par autre chose parce que on doit prouver à l'univers qu'on est capable de faire quelque chose. Alors, il y a la guerre, il y a l'agression, mais il y a aussi la hiérarchie sociale. Et voilà, Andrew Tate, il aime bien les Lamborghini, pas parce que c'est la Lamborghini. Je pense qu'il en a rien à branler du moteur de V12 de la Lamborghini, mais c'est un statut social. Il montre qu'il est capable de conquérir l'univers et donc il est considéré par les gens autour de lui. Et même en prison aujourd'hui, il est considéré par les gens autour de lui. Il a les gonzesses qui le regardent. Enfin bref, on a cet instinct. Mais à 50 ans, si tu as eu la chance de faire ça avant, si tu as pu conquérir le monde avant, commencer à garder cette ambition de conquête au-delà d'un certain âge, c'est une pathologie. C'est mauvais. C'est comme ça revient à ce fameux dialogue de Wall Street, le premier avec d'Oliver Stone, où le mec dit à le fils Douglas, là, l'acteur qui joue Gordon Gekko, il lui dit mais au bout tu veux faire du ski nautique derrière combien de bateaux, combien de maisons, combien d'avions et tu veux quoi? Et la réponse c'est je veux plus. Ça c'est de la psychopathologie, ça c'est malade, c'est pas bien parce que sans limite c'est l'avertissement que nous donnent les fables, les histoires de génie, les histoires de pactes faustiens avec le diable, etc. C'est que si on n'a pas de limites, l'univers il va amener les limites très très violemment sur nous. C'est aussi toute la mythologie grecque nous apprend ça. Le hubris est très mauvais pour toi et pour les autres autour de toi. Donc la sagesse c'est aussi d'apprendre et c'est à ça que sert de lire des livres parce que lire des livres pour remplir une bibliothèque ça sert à rien. C'est sympa, mais l'important c'est qu'est-ce que tu en retires et c'est ce qu'on en retire, c'est la sagesse. On espère. Et cette sagesse c'est aussi d'apprendre qu'il faut savoir changer. On parlait d'avant de changement en fonction de nos expériences, de nos âges. Et avec la cinquantaine, on fait les choses et on a des ambitions très différentes que lorsqu'on a 20. Et c'est pour ça que les grands-parents sont avec leurs petits-enfants très différents qu'ils ne l'ont été avec leurs propres enfants. C'est pas la même éducation que tu donnes quand tu es un grand-père ou un père, ou une grand-mère et une mère. C'est heureusement qu'on a ce changement qui vient. Heureusement. On va se faire un wrap-up là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qui n'est pas du tout dans le cadre de l'interview, quelque chose que toi tu veux dire? Achetez mes livres, allez acheter mes formations, visitez mon site web et me rejoignez-moi sur Patreon. Donnez-moi votre pognon. Sérieusement, c'est là où ça se passe, c'est là où c'est sympa. je plaisante, mais à moitié. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu trop de censure sur YouTube ces dernières années, je me suis un petit peu retiré. J'ai gardé un tout petit pied. De temps en temps, je mets des petits trucs. Mais en réalité, au-delà de mes livres, vous me trouvez sur Patreon, qui est une plateforme... alors c'est payant, mais c'est rien. C'est le prix d'un café tous les mois pour être membre. Et donc là, je partage quotidiennement des vidéos, des conseils, des histoires. Et surtout, avec les gens, on crée un réseau où peut-être on peut s'entraider localement, on se donne des conseils, etc. On est plus d'1 millier et ça se passe bien. On va mettre... Voilà. Je voulais finir sur une note pas philosophique. Ben ouais, mais factuelle. Et tu sais, j'apprécie les gens qui n'ont pas de gêne à dire achetez mon livre, tu vois. Parce que aujourd'hui, on voudrait faire croire que... attention, je l'ai écrit, mais je veux pas vraiment le vendre. Genre, si vous l'achetez, c'est bien, mais je veux pas dire que je veux le vendre. Cette espèce, tu sais, de gens qui ne s'assument pas. Non, je veux le vendre. Tu m'as fait plaisir de parler de celui-ci, Giuseppe. Et puis en ce moment, celui qui se vend très très bien, parce que entre les risques de guerre nucléaire et les accidents chimiques, comme on a eu aux États-Unis, etc. Alors ils sont traduits dans plusieurs langues. Celui-là, il est même en roumain. C'est NRBC qui parle de pandémie, mais 2016, qui parle de comment on se prépare aux risques biologiques, radioactifs, nucléaires, chimiques, et on peut tout à fait survivre à tout ça. C'est pas un problème. Enfin, ça demande un peu de travail, mais c'est pas un problème.
Bref, non, il faut pas avoir honte quand on crée quelque chose, c'est pour que ça aide les gens et donc pour que les gens, ils peuvent l'acheter ou ils peuvent le trouver gratuit sur Internet. Mais généralement, les gens qui le chopent gratuitement, après ils se disent ouais, c'est un PDF, c'est chiant, j'aimerais bien quand même le papier, le livre en papier. Donc on va mettre en lien dans la description de cette vidéo vers ton site internet et vers ton Patreon. Comme ça, les gens qui te cherchent encore, eh bien là, ils te trouveront d'autant plus facilement. Excellent. Superbe. Je te remercie d'avoir été là avec moi, avec nous, d'avoir partagé des choses qui te sont personnelles, ton parcours perso, tes goûts, tes réflexions. Franchement, j'en suis, je sors de là content. J'ai appris des choses. Et ainsi, j'espère que les gens qui nous suivent, ils ont aussi appris quelque chose. Je ne doute pas. Spasiba большое, до свидания. Ni za что. Et la prochaine fois, si on se voit à Minsk, j'essaierai de ramener on essaiera de trouver du figatelli correct pour pouvoir l'amener et se faire griller sur le feu et de se faire ça en Toi, apéro. tu sais me faire plaisir. Si tu savais à quel point. Facciamo così. Buonasera a tutti. Piero, à plus. Ok, salut. Ciao, merci à tous, ciao.